pour finir la journée, dans la joie, la bonne humeur et les larmes aussi parfois, nous allons enchaîner donc avec Xavier de My Little Paris. Xavier Rotivel, que j'ai rencontré aussi chez My Little Paris d'ailleurs, il y a quelques années. Qui va nous donc qu'est-ce qu'il va nous parler? Ben voilà, il va nous parler d'automatisation et d'inventaire. C'est pour bien clôturer la journée. Puis là, ça va, il n'y aura pas trop d'aspirine? Non, ça va aller. Bon, super. Ben, merci Xavier, on y va. Allez, c'est parti. On peut l'applaudir aussi. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'était un peu un sujet un peu cryptique dans les présentations, mais ça va être, je pense, assez intéressant pour ceux qui sont un peu débutants, surtout. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a eu des sujets aujourd'hui qui ont été abordés comme l'automatisation et puis le cycle de gestion d'une entreprise. Et je vais peut-être un peu vous donner, du coup, avec ma présentation, un cas concret en vous montrant ce qu'on a fait chez nous pour régler quelques problèmes. Donc moi, je m'appelle Xavier Rotivel. J'ai travaillé pendant quelques années dans des Apple Store quand on commençait à arriver en France. Ça fait longtemps que j'ai du Mac. Et puis je me suis retrouvé à être Mac admin et puis à gérer l'IT chez Metal Paris. Voilà, si je dis bienvenue, c'est parce que je vais vous parler de l'onboarding. Et il y a des entreprises où c'est plus ou moins important, mais chez nous, on s'inquiète du bien-être des employés. Ça commence dès l'arrivée. Et donc du coup, il y a quelques années, vous connaissez ça, on préparait des vagues de machines, ce qu'on a commencé... Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on était 80 à peu près, et là on est 140, donc il y a eu une forte croissance. Donc une entreprise qui grandissait, forcément, on a des employés qui arrivent régulièrement par vague, et du coup ça donne ça, et c'est souvent une semaine de boulot pour configurer, préparer, enrôler, sauvegarder les machines, avec une liste de tâches que vous imaginez pour rien oublier qui n'était pas forcément très drôle à suivre. Donc voilà, rapidement le DEP, on en a déjà parlé, ça a été une évidence pour nous de s'y mettre, et pour ceux qui ne sont pas encore mis, nous on a mis... Ça nous a pris vraiment 2-3 mois pour vraiment être dedans, faire nos process de déploiement sur les machines. Et au final, on est arrivé à ça et à fournir des machines aux employés et à aussi décaler sur l'employé une partie du travail qu'on ne trouvait pas forcément être idéal d'être lié à l'IT. Alors, pour automatiser et donc du coup pour améliorer la façon dont on allait travailler, parce qu'on n'était que 2 pour gérer... C'est donc tous ces employés qui arrivaient et on se rendait compte qu'on perdait pas mal de temps, enfin on consacrait beaucoup de temps à certaines tâches qui étaient répétitives. On a commencé par du coup surtout identifier les tâches qui étaient répétitives et ensuite identifier les tâches qui pouvaient être replacées dans les services ou aux personnes qui étaient plus à même de bien mener ces tâches-là. Et ça a commencé chez nous par tout simplement faire un formulaire, donc là on a utilisé Typeform d'onboarding qui est rempli par le manager et c'est là, c'est la chose qui déclare en fait, qui déclenche chez nous l'onboarding. Le manager, c'est la bonne personne, c'est la personne qui a reçu l'employé en rendez-vous, qui connaît les informations. Et ces informations-là, on s'en sert à la fois pour l'IT, pour la RH. Ensuite, comme dans pas mal de vos systèmes, on a des scripts qui tournent, qui créent les comptes dans tous nos outils. On avait beaucoup d'outils internes qui étaient centralisés autour d'un outil principal, mais avec du SSO pour accéder au back-office de nos outils. Et donc, c'était facilement une quinzaine de comptes à créer manuellement. Donc une grosse partie du travail, ça a été effectivement d'automatiser cette création-là et par certains moyens de faire en sorte que on en crée un et que tout soit disponible. Évidemment, on a mis en place un Active Directory, même si on a longtemps essayé de trouver une solution alternative, on s'est rendu compte que c'était vraiment la bonne solution et la meilleure solution. Et ça a déjà fait économiser une bonne partie du travail. Et après, avec des scripts, on a pu accéder à certains sites, je vous en parle un peu plus. Enfin, accéder à certains services, je vais en parler un peu plus. À partir du moment où la personne a s'identifiant, alors nous on est toujours encore sur la méthode où on va changer un peu parce que c'est vrai que c'est mieux que si la personne peut gérer elle-même la réalisation de son mot de passe. Pour l'instant on change les mots de passe avec les personnes parce qu'on a pas mal de jeunes qui arrivent et on préfère faire en sorte que ça soit fait. Mais c'est vraiment la seule étape qu'on consacre à une nouvelle personne quand elle arrive et moi ça me permet d'assurer qu'il a bien compris. On en profite aussi pour faire un petit peu de formation et expliquer quelques petites choses sur l'entreprise. La personne se log sur sa nouvelle machine et comme vous le connaissez souvent, tous les logiciels sont installés en relation avec l'équipe dans laquelle elle va travailler. On a des développeurs, on a des graphistes, on a des commerciaux, des gens de la compta. Et ils n'ont forcément pas besoin de tous des mêmes logiciels. Donc en fonction de l'équipe qui a été renseignée par le manager, on va lui déposer des logiciels qui sont vraiment différents. Et l'étape, et c'est un peu le but de ma présentation, c'est qu'on avait ensuite, on utilise des API pour remplir notre outil d'inventaire. Je vais vous parler un peu plus de l'inventaire parce que je pense que je ne suis pas le seul à ne pas aimer gérer l'inventaire de mon parc et du matériel. C'est fastidieux
Et comme certains l'ont déjà dit, plus c'est automatique, moins il y a la chance d'oublier des choses et moins la chance de faire des erreurs. Donc, on utilise. Alors, je ne fais pas de pub forcément pour un outil pour un autre. Il se trouve qu'on utilise Jam parce que c'est un outil qui nous plaît. On utilise Jam parce que ça nous permet de faire un peu un recensement des machines qui sont en cours, d'envoyer des policies, des profils de configuration. Mais on s'est rendu compte que pour certaines choses, on avait besoin de plus que ce que pouvait faire Jump, parce qu'on avait besoin aussi de recenser à la fois les licences qu'on utilisait, les consommables, les pièces, les accessoires. Et donc, du coup, on utilise un outil qui s'appelle Snipe IT. C'est un outil open source développé par une fille assez incroyable qui est très dynamique. J'ai même soumis des propositions sur leur GitHub. Et du coup, ils vont pas mal concentrer leurs efforts sur des fonctionnalités de webhook dans les prochaines versions. Et c'est un peu le même principe. Mais du coup, on préfère utiliser cet outil-là parce que, comme vous allez le voir après, ça nous permet de faire des choses un peu plus intelligentes. On a donc deux outils qui sont un peu en parallèle. La première chose qu'on a fait pour essayer de rendre les choses un peu plus intelligentes, c'est qu'on a profité de fonctionnalités dans notre management de Mac pour envoyer une notification sur notre canal Slack. On utilise Slack pour communiquer en entreprise, pour nous signaler aux membres de l'équipe IT quand une machine était enrôlée. Ça nous permet de se dire, tiens, mon collègue a bien enrôlé la machine du nouvel employé qui arrive dans la semaine ou le lendemain. Et du coup, on sait que cette machine est prête et on sait que ça a été fait. Et surtout, ça nous permettait à l'époque de dire, maintenant il faudra bien vérifier qu'on a bien attribué l'utilisateur à cette machine dans l'outil d'inventaire. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on automatise déjà pas mal de choses, on a fait beaucoup d'efforts d'automation et on a pas mal de succès. C'était un peu faire deux pas en avant, un pas en arrière, de se dire que on avait encore des opérations manuelles à faire. Donc l'idée, c'était, alors comme je vous dis, il y a des gens, enfin je m'adresse un peu là à des gens qui ne sont pas forcément aussi calés que la majorité d'entre vous. C'était mon cas, il y a 2-3 ans, je connaissais le principe d'API, mais je n'avais jamais mis les mains dedans, je n'avais jamais eu besoin vraiment de m'en servir. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir comparer un petit peu les API des différents outils qu'on utilisait, savoir si on pouvait faire des choses plus intelligentes. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça peut être intimidant un peu au début, mais j'aimerais vraiment qu'en vous parlant de ce qu'on a fait et en vous montrant un peu que ce projet-là, c'est pas un an de boulot, c'est plutôt quelques semaines un peu de côté, essayer d'améliorer les choses. Très honnêtement, depuis qu'on a vraiment automatisé une partie de l'IT chez nous, j'ai pu, depuis janvier, commencer des projets que j'avais mis en pause depuis 2 ans, quoi. Donc c'est une petite chose comme ça qui prend un peu de temps et qui peut vraiment faire gagner du temps dans le futur. Et j'aimerais vraiment du coup qu'en vous montrant un peu ce qu'on peut faire, et parce que je ne suis pas un génie, que vous ayez envie, vous, si vous avez des services et des systèmes chez vous qui ont des API, que vous n'avez pas encore osé voir ce qu'on pouvait faire, avec de vous y connecter, et puis de voir ce que ça vous suscite peut-être des choses intelligentes à faire, et dire ah oui effectivement on a cette information-là qui est un peu partout, peut-être qu'on peut faire des choses intelligentes à ce niveau-là. Donc une API, pour ceux que ça fait vraiment, c'est encore un peu des rappels. On peut récupérer des informations qui viennent de l'API. C'est souvent des données un peu brutes, c'est textuel souvent. Ou on peut aussi, en fonction des permissions qu'on a quand on s'identifie sur l'API, aussi écrire des données. Et ça a une puissance, c'est-à-dire que ce qu'on fait en mode textuel, c'est souvent plus rapide et plus efficace que ce qu'on ferait via une interface web. Donc dans pas mal de cas, quand on a un applicatif qui marche, ça peut être plus efficace que d'aller faire des clics dans une interface à longueur de journée quand on a pas mal de choses redondantes ou qu'on a beaucoup de machines intégrées d'un seul coup ou beaucoup de machines inventoriées dans ce cas-là par exemple. Là, je vous ai montré un petit client d'API, c'est pour ceux qui vont vraiment jamais commencer à jouer avec. Donc je reviens, ça c'est un client qui sur Mac est gratuit, qui est vraiment qui est léger, qui fait déjà pas mal de boulot, ça permet de se connecter, déjà de naviguer dans les données et savoir ce qu'on peut en faire. Et par exemple, là c'est Jump, mais il y a beaucoup d'outils qui existent, qui ont eux-mêmes une espèce de simulateur qui permet de faire des requêtes et de voir ce que votre plateforme à vous peut donner quand on fait un type de requête et savoir du coup comment récupérer les données qui nous intéressent. Alors, d'un côté, nous, on a notre gestionnaire de machines, c'est Jumproom, mais ça pourrait être un autre, il y a des plateformes qui fonctionnent très bien. De l'autre côté, on a notre inventaire qui s'appelle Snipe, dans lequel on a toutes les listes de nos machines et la liste de nos utilisateurs, nos consommables, ce genre de choses. Au milieu, effectivement, là, il manquait quelque chose, parce que le principe aussi de cette présentation, c'est que je ne suis pas un développeur, vraiment pas. Je fais des scripts, je bidouille, mais je ne serai jamais un bon développeur, ça ne m'intéresse pas assez pour que ça soit vraiment le cœur de mon métier. Donc, évidemment, on peut faire de l'applicatif. J'imagine
fait du Python en 4 lignes, on peut faire des trucs super fantastiques. C'est pas trop mon cas. Et en cherchant un petit peu, je suis tombé sur des outils d'intégration, d'automatisation, comme Zapier, qui s'appelle Integromat. Zapier est très chouette, permet de faire pas mal de bonnes choses déjà. Integromat va un peu plus loin parce qu'il permet de manipuler plus de données qui viennent de plusieurs sources pour en faire quelque chose de plus concret à la fin. Un petit exemple, ça s'appelle des scénarios chez eux. Donc on crée un scénario avec Integromat, on lui donne un départ, je vous parlerai un peu des webhooks après. Et du coup, là, notre outil Snipe, on va faire une requête dessus et on va récupérer l'ID d'une machine. On a besoin de savoir, on a le numéro de série de la machine, on veut l'ID qui correspond à cet outil-là à la machine. On fait la même chose dans Jump, on récupère avec ce numéro de série l'ID de la machine, et après on fait une requête finale, enfin on construit la requête, c'est assez facile, hein. Il y a des informations, on rentre, c'est formaté, on a des petits champs, comme vous le voyez, on peut récupérer la valeur d'un des systèmes et la mettre dans la requête, et ensuite on requête une dernière fois Snipe pour lui dire que la machine qui a été dans Jump, eh ben, elle est attribuée dans Snipe avec un ID d'utilisateur. Ça, on peut et encore mieux, on reçoit du coup une alerte automatique quand c'est fait, qui nous rappelle que la machine a été enrôlée automatiquement et a été rajoutée à l'inventaire automatiquement, et on a du coup le lien vers chaque outil pour vérifier si on veut. Là, c'est quelque chose qu'on peut programmer, c'est-à-dire qu'on peut lui dire va le faire tous les mois, va le faire toutes les heures, c'est mieux, va le faire toutes les 10 minutes, ou alors on peut encore mieux utiliser le webhook. J'essaie de rentrer un peu dans les détails de certaines choses parce que je sais que c'est des termes pour moi qui étaient un petit peu abstraits il y a quelques années, mais les webhooks, c'est simplement, on va dire facilement, une API inversée, et du coup, quand on souscrit à une adresse, c'est le système, quand il va y avoir un événement, qui va envoyer lui-même les informations et en disant il y a une machine qui a été enrôlée pour telle personne avec tel numéro de série, il envoie toutes ces informations-là, et après c'est du coup Integromat qui lui va traiter ces données-là et se dire tiens, j'ai été déclenché par un événement, qu'est-ce que je dois faire après, et il suit le scénario d'un bout à l'autre. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que cette partie qu'on n'avait pas encore automatisée, on l'a fait assez simplement, c'est-à-dire que une fois qu'on avait bien réfléchi avec les API, honnêtement j'ai fait ça en 1 heure ou deux, parce que je ne connaissais pas Integromat, c'est un collègue qui commençait à l'utiliser pour autre chose, pour faire des notifications, qui m'a dit utilise peut-être ça, et en fait en manipulant l'outil, ça demande un peu de boulot, parce que c'est pas hyper intuitif, mais en fait c'est assez puissant. Du coup j'ai pu connecter les deux outils ensemble, en faisant des requêtes d'un côté, des requêtes de l'autre, sachant ce qui était compatible et ce qu'on pouvait récupérer dans un outil ou l'autre. Et du coup, ce dont je me rends compte, moi, et c'est un peu la finalité, c'est qu'il y a beaucoup de services qu'on utilise tous les jours qui proposent des API vraiment complètes avec beaucoup d'informations. Et souvent, on a des informations qui sont les mêmes dans beaucoup d'outils qu'on utilise. Et au lieu de faire manuellement des choses dans les outils qu'on utilise, ça serait pas mal de laisser un outil comme ça d'automatisation le faire pour nous, quoi. Donc le mot d'ordre, c'est automatiser au maximum. Comme je vous l'ai dit, nous, ça nous a rendu notre vie un peu plus simple d'avoir du temps pour faire autre chose que de faire des clics dans une interface. Pour aller plus loin, un petit peu des idées de ce qu'on fait ou ce qu'on va faire avec ce genre d'outils. Grâce à notre outil d'inventaire qui surveille la liste des max disponibles au DEP, on peut avoir un événement qui correspond au fait qu'on achète une machine qui soit disponible dans le DEP, et du coup on va ajouter ce numéro de série et cette machine-là directement dans notre inventaire. Donc pas besoin de rentrer la machine dans l'inventaire à partir du moment où elle est achetée, elle est inventoriée. Et ça fait automatiquement, ça c'est plutôt cool. Pareil, on a des licences qui sont enregistrées dans notre outil d'inventaire. Si on se décide un jour de dire qu'on va attribuer cette licence à un utilisateur, on a les utilisateurs avec les mêmes logins dans les deux outils. On va attribuer la licence et automatiquement, on va faire en sorte que quand la licence est attribuée, l'installation soit déclenchée par une policy vers notre gestionnaire de Mac sur le poste de la personne qui a demandé la licence. Alors le futur qu'on voudrait pour ça, c'est carrément qu'on ait un self-service de logiciel, que les gens disent je veux une licence, qu'automatiquement la licence sera attribuée, que l'installation se fasse automatiquement, ça sera le top. Mais pour l'instant, le fait déjà que le logiciel s'installe automatiquement, on n'a pas de mail à faire ou pas de plusieurs réponses à faire, c'est un peu automatiquement dit ok, on t'a attribué la licence et le logiciel s'installe. Pareil, on peut surveiller les événements qui disent si un appareil est désenrôlé, c'est arrivé il y a quelques semaines, un des collègues qui a restauré son iPhone, mais qui l'a pas réenrôlé après, donc on a été alerté que l'iPhone est désenrôlé, on l'a refait avec lui, c'était pas mal. Pareil, si l'iPhone était changé à l'Apple Store, je crois qu'on a une notification une fois ce qu'ils effacent, donc ça peut être un moment où on reçoit une notification, ça peut permettre de savoir ce qui se passe sur les appareils. Pareil sur les machines, si on n'a pas de check-in, on peut demander si la personne est en vacances ou s'il y a vraiment un problème avec la machine ou
ou autre chose. Et mon préféré, toutes les semaines, on reçoit ce message-là, le lundi. C'est-à-dire que quand une personne part de l'entreprise, son compte est désactivé, normal. Et en fait, on a une policy celle-là tourne, qui est programmée donc du coup toutes les semaines à midi, et qui va vérifier dans notre liste de comptes désactivés si pour cette machine-là, une machine est toujours check-in dans l'inventaire. Et si une machine est check-in dans l'inventaire, on reçoit ce message en disant attention, est-ce que la personne a bien rendu son compte, ou est-ce que tu as oublié de la check-in quand tu l'as rapporté en partant. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là font qu'on oublie moins de choses, que l'inventaire est plus juste. Et notre but, c'est vraiment d'avoir un inventaire comme vous, le plus fiable possible, parce que ça simplifie le boulot de la compta, et on sait qu'on doit être plutôt pote avec la compta en général, ça aide vraiment, je confirme. Voilà. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous remercie pour votre attention. Vous avez tous envie de rentrer? Ah, ok. Tu pourrais revenir plus en détail sur la notion de webhooks? Bien sûr, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû un peu préparer, c'est un peu abstrait, mais en fait, quand tu as une API, tu prends un client et tu vas te connecter à l'API, tu récupères des données. Le webhook, c'est plutôt basé sur un événement, et du coup, tu vas créer un webhook dans Integromat, il va te donner une adresse, et tu vas cette adresse-là la rentrer dans ton Jump, et Jump, quand il va y avoir un événement, va se dire « Ah bah je sais que c'est cette adresse-là que je dois envoyer faire un post avec mes données ». Et du coup, Integromat, quand l'événement va se provoquer, Integromat va recevoir via cette adresse des données sous forme JSON avec des listes, et il va dire, quand tu as fait ton scénario, tu vas dire, dès que tu reçois un webhook, une donnée par le webhook, tu commences le scénario. Donc c'est un petit peu le principe d'un aspirateur de site web qui va aller choper des pages quand il y a du dessus. C'est plutôt, pour moi, une API inversée, c'est-à-dire que tu fais une API particulière pour chaque événement. Enfin, tu as une adresse d'API particulière pour chaque événement. Là, Integromat, ton service t'en donne une. Tu la mets dans Jump. Et Jump sait que pour cet événement, il doit envoyer l'information qui concerne la machine, l'utilisateur, sur cette adresse-là. Et du coup, quand ça se passe, quand tu as une machine qui est enrôlée, il envoie les données sur cette adresse-là. Et Integromat sait que du coup, il y a une nouvelle donnée qui apparaît. Et là, il déclenche le scénario. Si quelqu'un a une meilleure explication, je prends avec plaisir, parce que c'est pas forcément un concept qui est idéal. Prends confiance en toi. Non, mais ça va là. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques temps, m'a dit en fait Google est votre ami. Oui, voilà. Il n'y a pas longtemps, hein, c'était très intéressant, ce conf, il a dit ça. Ouais, l'idée, c'est que moi, tous ces concepts-là, il y a 2-3 ans, c'était complètement abstrait, et j'en entendais parler, et j'ai pas mis les nez dedans en disant c'est bon, j'en ai pas besoin. Et quand on a commencé à avoir plein d'outils qui avaient ces capacités d'API et de données, je me suis dit c'est vraiment dommage qu'ils parlent pas ensemble un peu plus. Et comme je suis pas développeur, je cherchais un moyen, j'ai fait Zapier, ça marchait pas parce que c'était pas aussi évolué que possible. Et quand on m'a parlé d'Integromat, je fais et là, en 2 jours, j'avais quelque chose qui marchait tout seul, quoi. Donc c'est vraiment une satisfaction, mais en fait, je suis sûr que la majorité d'entre vous, si vous avez la même problématique, vous avez vraiment la satisfaction de dire, bah voilà, ça marche tout seul, je m'en occupe plus, je peux faire autre chose. Okay. Vous êtes combien aujourd'hui chez Manitel Paris? On est passé de 80 à 140 en 3 ans, ouais. Ah, c'est pas mal. Donc la mise en place de l'AD, ça a été critique, mais c'était indispensable. Alors, l'homme du fond qui est toujours trop loin, on va remonter donc. Il n'a pas épuisé son crédit? Faut arrêter. Ah bah lui, ça fait longtemps qu'il a épuisé son crédit, c'est clair. Demain, il ne peut pas parler, il n'est pas loin. Hop, hop, hop. Mon Apple Watch est ravi, là, en ce moment. Attention, je passe par derrière. Hop là, coucou, salut. Bonjour, ça va? Oh, Watch TV, qu'est-ce que vous faites là? J'ai une question par rapport à votre parc. Vous avez que des Mac ou aussi des Windows? On n'a que du Mac et que de l'iPhone. Ça simplifie quand même les choses. Exactement. C'est un choix qu'on a fait il y a un certain temps, et on a du mal parfois à le défendre, mais effectivement on n'a que du Mac, donc c'est plus facile. Ouais. Je comprends tout à fait. Vous êtes combien, vous, juste par curiosité, à l'IT On est pour deux. gérer 140 personnes? On est deux depuis 3 ans. On a eu un alternant en plus il y a un moment, et là on est deux. On a réussi à rester à 2 parce que très honnêtement, avant c'était notre premier chantier. Quand je suis arrivé chez Manitel Paris, j'avais 25 chantiers. Et dans le haut des chantiers, il y avait automatisé tout, parce que c'est tout manuel, c'était vraiment pas possible. Mais quand on était 80, 60, ça allait à peu près. Et dès qu'on a commencé à grandir, c'était compliqué. Et au début, je vais revenir, on était que 2, on se disait peut-être qu'on a besoin d'être plus nombreux, donc on était à 3 moments avec 2 alternants, moi plus 2 alternants. Et puis au final, actuellement, aujourd'hui, je pense que sans le support, je m'en sortirais très bien. Et du coup, en partageant le support avec une personne, ça se passe bien, ouais. Un point important, c'est qu'il y a quelques années, je crois que quand moi j'ai commencé dans le métier, il y a 15-20 ans, on disait qu'il fallait un technicien à peu près pour 70-75 personnes maximum. Mais en fait, aujourd'hui, je vois que nous, dans notre entreprise, j'ai Cédric, mon bras droit, qui aujourd'hui, on a quand même 175 machines, je crois, qui sont gérées.
sur différents parcs. Et en fait, on s'en sort très bien à 1,5, on va dire, et Ouais. encore, parce que je suis pas forcément très présent. Mais en fait, du coup, les outils, quand ils sont bien mis en place, vous avez pris le temps de les mettre en place, ça vous permet aussi d'augmenter la capacité de gestion par personne de votre parc informatique, de diminuer le support, c'est un point important. Et au final, donc d'être plus productif et pouvoir gérer plus et donc faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça peut être aussi intéressant quand on regarde dans ce sens-là. Alors nous, de notre côté, ce qui est encore mieux, c'est que... Ou de réduire les coûts dans votre sens. Voilà, réduire les coûts, mais nous, ce qui est encore mieux, c'est que du coup, vu qu'on est deux et qu'on a automatisé une grosse partie de nos tâches, on fait des choses beaucoup plus intéressantes aussi. C'est-à-dire que on fait des projets, on imprime des trucs en 3D, on design des contrôles d'accès pour les bureaux nous-mêmes. Enfin, on fait plein de petits projets comme ça qu'on n'avait pas le temps de mener avant d'être pris quotidiennement dans les tâches un petit peu répétitives, quoi. Qui sont pas ingrates, mais c'est dommage de dire ça. Une machine pourrait le faire à ma place, quoi. C'est ça, en fait, c'est le truc, c'est fait pour, c'est trop bien. Ok, d'autres questions? En fait, comme il a été assez vite, on peut poser plein de questions. C'est ça qui est cool. C'est très Non. vite. Toi, t'es assez vite. Ah zut. Non, c'est bien. Parce que non, après, je parle vite. Mais, Non, c'est pas grave, pas de souci, c'est pas un reproche. Moi, je parle trop vite, par exemple. Tu vois, Ouais, moi, c'est c'est sûr, je me suis entraîné pour moins parler. C'est gentil. Très bien, donc s'il n'y avait pas de questions, ça veut dire que cette première journée est terminée. Bravo, merci à tous d'être venus. Encore merci à tous les conférenciers, surtout.